Et salut à tous, bienvenue sur votre nouvel épisode de The Trick Play. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle preview. Preview hors Power 5, car nous allons faire une preview sur le Group of Five. Donc, vous savez que le Group of Five réunit 5 conférences qui sont légèrement moins fortes que celles du Power 5. On vous a sélectionné quelques équipes. Bien entendu, on va pas vous faire toutes les conférences. Ce soir, on se retrouve avec Guigui de Floride, avec notre ami Baptiste d'Oklahoma State et notre ami Augustin Gugus de Notre-Dame. On va démarrer tout de suite avec une équipe qui est très très connue donc dans le groupe of five. C'est Boise State du côté de l'Idaho. Baptiste, Boise State, comment ça se passe l'intersaison et est-ce qu'ils auront une équipe assez compétitive? On sait qu'ils ont perdu leur head coach durant l'intersaison. Comment ça va se passer? Ah oui, c'est vrai que tout à fait. Le plus gros changement pour Boise State, c'était quand même le départ de Brian Harsin pour la SEC et Auburn. Donc Brian Harsin avait avec un bilan de 69-19 au sein, en tout cas à la tête des Broncos. Donc voilà, un gros bilan. Il avait suivi Chris Peterson quand celui-ci était parti à Washington. Donc c'est quand même un gros vide à combler. Ça tombe bien. Je pense que la personne qu'ils ont recrutée va être, à mon avis, va faire correctement le boulot. C'est Andy Avalos, qui était l'ex-coordinateur défensif d'Oregon et aussi linebacker des Broncos. Donc voilà, donc c'est quelqu'un qui revient à la maison, il revient dans son alma mater. Il avait fait de l'excellent travail du côté d'Oregon, donc voilà, il arrive avec plein de certitudes. Donc c'est un recrutement qui est intéressant, qui sera dans la veine de ce que les Broncos savent faire. Donc je pense que de ce côté-là, c'était plutôt cool. Très rapidement pour revenir sur 2020, c'était une année. Alors voilà, pareil, encore une fois, ils ont joué que 7 matchs. Boise State, ça a été une petite année, mais en tout cas, il y a eu un parcours parfait en Mountain West. Mais 2 défaites, une grosse défaite contre BYU et une défaite en finale de la Mountain West contre San Jose State et pas de ball et pas de ball en tout cas joué pour les Broncos. Donc voilà, donc une petite saison globalement réussie, mais avec quand même cette très lourde défaite 50-17 contre BYU et notamment des difficultés à mettre en place le jeu au sol, qui était quand même la spécialité de Boise State jusqu'à présent, parce qu'en fait, il y avait eu 11 saisons de suite où au moins un coureur avait réussi à faire plus de milliards au sol. Donc là, forcément, la série s'est arrêtée. Alors, bon, ils ont joué que 7 matchs, donc forcément, c'est un petit peu plus compliqué, mais là, c'est une stat assez intéressante pour montrer les difficultés qu'il y a eu au sol pour les Broncos. Alors, très rapidement, au niveau des départs des joueurs, il y a surtout un départ qui a fait du mal, c'est Avery Williams, qui était cornerback, mais aussi punt et kick returner. Voilà, ça va laisser un très gros vide à plein, donc aussi bien en special team qu'en défense. Donc, ça va être un peu là la difficulté pour les Broncos. Au niveau des gens qui sont là actuellement, le QB titulaire, c'est Hank Bachmeier, le junior, qui devrait être titulaire. Alors, il a fait une saison 2020 correcte. Il a disons qu'il a commencé par une saison 2019 tonitruante et en 2020, on n'a pas trop senti d'axe de progression. Alors, si vous avez besoin d'un peu plus de questions, de réponses par rapport à Bachmeier, je vous conseille de demander à Bozy State France sur Twitter, qui au niveau analyse de son quarterback est assez fin, donc n'hésitez pas à lui demander. Et surtout qu'en plus, il y a un certain Jack Sears qui arrive en présence du SI et voilà, la bagarre, elle n'est pas terminée. Andy Avalos, il a pas encore dit officiellement que c'était Bachmeier qui allait prendre le poste de QB titulaire. Donc voilà, donc il y a encore cette bataille qui est en juillet 2021 n'est encore pas terminée. Sachant qu'on sait que Bachmeier, avec notamment l'arrivée du coordinateur offensif Tim Blau, va probablement chercher une attaque plus explosive avec plus de tracés longs. Et c'était pas forcément sa qualité première à Bachmeier. Donc voilà, donc à suivre. Ça devrait être lui, mais ça serait pas, si l'attaque a un peu du mal à se mettre en place, ça serait pas étonnant de voir Jack Sears sur le terrain, somme toute assez rapidement. En tout cas, peu importe le quarterback qui sera titulaire, en tout cas, il y a un corps de receveur qui est quand même très correct, notamment Khalil Shakir, qui est un super senior, donc qui est revenu cette année pour sa 6e année ou 5e année, je ne sais plus, et qui est un des meilleurs receveurs de la Mountain West et qui va poser pas mal de soucis aux défenses. Du côté des running backs, il y a un joli one-two punch avec Giorgio Lani qui n'était en fin de retour à 100%, et le transfert d'Oregon, Cyrus Habibi Likio, donc qui suit son ex-coordinateur défensif du côté de Boise State. Du côté de la défense, je pense que ce sera la DL qui sera le point fort, avec des gars avec beaucoup d'expérience, et notamment l'ancien prospect de JUCO, Sean Erwin, qui devrait avoir une grosse saison du côté de la DL.
Du côté des faiblesses, l'offensive line a une année 2020 compliquée. Alors, s'il n'y a pas d'amélioration, et on suppose quand même qu'il y en aura, sachant que 4 des 5 titulaires sont de retour, ça devrait s'améliorer, mais c'est vrai qu'il faut que l'offensive line progresse pour que Backmeyer ou Sears soient dans les meilleures dispositions. Et du côté de la défense, c'est un petit peu, la question qu'on se pose, c'est quand même au niveau de la secondary et notamment des postes de cornerback, puisque les 2 titulaires sont plus là par rapport à l'année dernière. Et c'était une défense qui a du mal à créer des turnovers, seulement 2 interceptions l'année dernière. Donc voilà, contre des équipes de la Mountain West qui vont arriver tambour battant, ça va parfois peut-être être compliqué. Je pense au match contre Nevada ou San Jose State. Donc voilà, cette secondary va être mise à contribution, mais il n'a malheureusement pas beaucoup de certitude. La question qu'on peut se poser par rapport à Boise State, c'est est-ce que Andy Valos apprendra-t-il ses marques rapidement pour permettre aux Broncos de reprendre leur place d'épouvantail du groupe of five, parce que c'est vrai que mine de rien, c'est depuis 2014 que Boise State n'a plus participé à un bowl du Nouvel An, alors que c'était quand même, quand on passait Group of Five, le premier nom qui nous venait à l'esprit il y a quelques années, c'était Boise State. Boise State a quand même reculé un peu dans la hiérarchie. Donc je pense qu'Andy Avalos, il est là juste pour une raison, c'est pour quand on parle de Group of Five, on pense à Boise State. Du côté du calendrier, alors c'est un calendrier qui est pas simple du tout, notamment le premier match avec un déplacement à UCF, dans un des gros duels du Group of Five cette année. Après, il y a la réception de UTEP qui devrait être moins compliquée. Et après, il y a la réception d'Oklahoma State dans un des gros matchs, là encore, confrontation Group of Five, Power 5 cette année. Fallait que ça se fasse. Hein. Le Boise State qui est présenté par toi, qui rencontre Oklahoma State, fallait que ça se fasse. C'était obligatoire, donc forcément c'est une équipe que j'ai pris un peu plaisir à scouter. Alors c'est vrai que Oklahoma State, ça va être assez intéressant parce que je pense que les 2 équipes ont finalement, nous le poste de receveur c'est un peu l'incertitude parce que Taylor Lance est en partie, voilà, on se demande qui va reprendre la relève, et ça tombe bien, face à nous, en tout cas face à Oklahoma State, il y aura la secondary de Boise State qui est peut-être aussi en difficulté, donc voilà, qui réussira à prendre le dessus sur l'autre, ça sera peut-être la clé du match de la semaine 3 du 18 septembre. Voilà, après, c'est pas simple, hein. Il y a encore BYU, alors bon, ça devrait être pas la BYU de l'année dernière, mais il y a du Nevada, voilà. Ils ont de la chance, ils évitent un peu les gros noms du côté de l'autre division. Mais voilà, ça va être quand même un calendrier relevé. Alors moi, je vois 2 défaites. Je pense qu'il y aura une défaite contre soit UCF, soit Oklahoma State, et une défaite probablement contre Nevada. Donc voilà, donc un bilan de 10-2 qui sera quand même très très correct. Suffisant peut-être pour se qualifier pour la finale de conférence. Voilà, 10-2 pour Boise State qui va reprendre ses lettres de noblesse, je pense, l'année prochaine. Et avant de passer à l'équipe suivante, je reviendrai sur un des bowls du Nouvel An qui date d'il y a désormais, c'était en 2007, donc 14 ans, face à Oklahoma, un bowl qui a été commenté par Guillaume et notre pote Ryan d'LSU France sur notre chaîne Twitch. C'est un beau match, ça, ce Boise State-Oklahoma, Guigui. C'est le minimum à dire. Je dirais même que c'était un des plus beaux, en tout cas de la plus ou moins récente mémoire du college football. Ça a été un match historique pour beaucoup de choses parce que c'était la première fois qu'il y avait une équipe une des premières fois où vraiment il y avait un gros bowl avec une équipe du Group of Five qui accrochait une équipe du Power 5. Ça l'a été aussi pour le match en lui-même. Hein. Je ne vous spoile pas si vous l'avez pas vu, mais si vous l'avez vu, vous savez très bien de quoi je parle et de la fin du match. Mais ouais, ça a été vraiment un match clé dans l'histoire du college football et je pense aussi dans l'histoire de Boise State. Eh bien, en tout cas, si vous voulez voir ce match, c'est disponible sur les vidéos en replay sur notre chaîne Twitch. Donc, commentez en français par nous. Voilà. On peut pas essayer de faire mieux à ce niveau-là. On va passer. On va passer cette fois-ci en conférence USA du côté de la Virginie occidentale. Et donc, vous connaissez tous le programme de West Virginia. Il y a un deuxième programme assez important en Virginie occidentale, c'est Marshall, Augustin Marshall, ce programme historique aussi. Ouais, c'est ça. Alors, Marshall se situe à Huntington, quand West Virginia, le campus se situe à Morgantown.
En 2020, Marshall a fait un début de saison en boulet de canon et on peut dire en fait que le programme a été au centre de toutes les attentions puisque c'était un des premiers à reprendre. Il me semble que ici le premier match qu'on ait tous regardé c'était le Marshall Eastern Kentucky qui nous a permis de découvrir Grant Wells et dont je vais parler dans quelques instants. Un début de saison en boulet de canon, 7 victoires dont face à Appalachian State, Western Kentucky, Louisiana Tech et Florida Atlantic par exemple pour 0 défaites. Ce qui leur a valu une 16e place à l'A-People en milieu de saison. Puis, à partir d'un match face à Rice, c'est pour dire l'adversaire et la désillusion que ça a été pour le Thundering Herd, ils ont perdu, il me semble, 20-0 ou 20-6, bref, un match dégueulasse où Grant Wells avait lancé, je crois, 4 ou 5 interceptions. Et ce match-là a marqué le début de la décadence, si je peux m'exprimer ainsi, avec 3 défaites, plus la finale perdue en conférence USA et la défaite face à Buffalo de Jordan Avicii au Camellia Bowl. L'intersaison a aussi été mouvementée puisqu'il y a eu le départ du head coach Doc Holliday, qui était le coach depuis 2010 et on peut le dire était une légende de Marshall. Il porte son bilan à 85 victoires pour 54 défaites, 6 bowls remportés et un titre de champion de la conférence USA. C'est un bilan qui est plus qu'honorable, mais apparemment pas suffisant pour le département athlétique de Marshall, qui n'a pas reconduit, se sont quittés sur un accord à l'amiable. Il a été remplacé, et on en avait fait part dans notre épisode où on parlait des coachs, des nominations de coach. Il a été remplacé par Charles Huff, qui était l'associate head coach et le coach et running back d'Alabama. Autant vous dire que c'est un gros nom. C'était l'ancien coach et running back et c'est un grand spécialiste du poste. Pour vous donner quelques idées aux fans de NFL qui nous écoutent ou même aux fans de college football qui ont des bons souvenirs, c'est notamment celui qui a recruté Miles Sanders, Saquon Barkley et Johnny Brown quand ils étaient à Penn State et cerise sur le gâteau, Najee Harris. Donc voilà, c'est vous dire l'excellent recruteur qu'il est. Après, on parlera de ses capacités pour voir s'il arrive à retranscrire ça sur le terrain du coaching. Mais vous savez déjà qu'avec un tel entraîneur, vous avez, je dirais pas l'assurance d'avoir des top players, mais d'avoir des meilleurs recrues. Et ça, c'est un choix qui a forcément pesé dans la balance lors de sa nomination. Il emmène notamment avec lui un nouveau coordinateur défensif qui était le coach des safety à Florida Atlantic, mais c'est pas le plus important. Au niveau de la revue d'effectifs, le quarterback titulaire sera Grant Wells pour son année sophomore. L'année dernière, c'était un redshirt freshman. Et franchement, c'est un super joueur. C'est un pur pocket passeur, pas trop de mobilité, mais Charles Huff, le nouveau coach, va commencer, on va dire, son règne ces années à Marshall avec un quarterback stable. Et ce, pour les prochaines années, c'est vraiment quelque chose qui arrive à point nommé pour le programme, puisque c'est toujours plus facile de se construire quand on a des certitudes au poste le plus important. C'est pas vous qui allez me contredire là-dessus. Il finit donc l'année avec 2091 yards pour 18 touchdowns et 9 interceptions. Et si on compte pas le match face à Rice, où il a complètement, à l'image de son équipe, il s'est complètement effondré, ça fait 18 touchdowns pour 15 interceptions. Donc voilà, c'est un super joueur. Maintenant, on va voir s'il peut encore step up pour faire gagner plus de matchs à son programme et on avisera dans les prochaines années s'il aura un futur en NFL. Au niveau des forces de l'équipe, il est la force de l'équipe, à n'en point douter. Il y a aussi le poste de receveur. C'est pour cette raison que je suis assez hypé sur ce programme. En fait, tous les receveurs sont revenus à Huntington, dont le tight end Xavier Gaines. Ça, c'est un super point. La O-line, elle sera entièrement de retour, à l'exception d'un joueur, Kane Madden, qui était un second team All-American l'an dernier, qui a quitté le programme pour Notre-Dame, surtout certainement pour avoir des ambitions peut-être en NFL. Mais c'est pas si grave que ça. La ligne était très performante l'an dernier. Là, ceux que vous allez voir cette année étaient tous des titulaires. C'est quelque chose dont je me fais vraiment pas de soucis. Et juste, je tenais à t'interrompre quand même sur Kane Madden, Augustin. On en avait déjà parlé quand on avait fait la présentation de Notre-Dame en disant que c'était une excellente recrue en termes de transfert pour Notre-Dame. Mais un second team All-American pour une équipe du Group of Five qui est peut-être pas... Alors, c'est quand même très bon en Group of Five, Marshall, mais qui fait pas partie peut-être du top 2 ou top 3 du Group of Five. C'est quand même très très bien, Kane Madden. Ses performances, ça va être une grosse perte, je pense, quand même, sur la line.
Ouais, après, faut le relativiser avec le fait que c'est un guard. Alors, moi, vous C'est savez, vrai. je suis fan de Notre-Dame, j'adore Léo Line, mais c'est pas du tout le poste qui fait, on va dire, qui a le plus d'impact sur une équipe. Bien qu'il permettait d'ouvrir des autoroutes à Braden Knox, qui était le running back titulaire depuis 3 saisons. Et lui, pour le coup, son départ en NFL va faire très très mal au programme de Marshall, puisque pour moi, le poste de running back sera une des vraiment des faiblesses de cette équipe et ça va donner un poids supplémentaire à Grant Wells. Reste maintenant à savoir que on parle de Charles Huff quand même et vu son passif, notamment avec les running backs, on peut s'attendre à ce qu'il nous dégote un petit joueur pas mal ou qu'il en développe des très bons. Donc de ce point de vue-là, j'essaye de pas trop me faire de soucis. Je pense que cet entraîneur a assez prouvé dans le passé qu'il pouvait qu'il pouvait faire des gros joueurs. La question que tout le monde se pose, Charles Huff va-t-il amener ses talents de recruteur à Marshall? Alors, d'ici sur la QV 2021 et 2022, non, parce que la QV 2021 aurait été la 120e nationale, mais moi j'attends vraiment de cet entraîneur qui ramène ses talents de recruteur dans une conférence qui est somme toute intéressante et qui est loin d'être la pire du Power 5. Hein. Donc, à voir ce qui va se passer. Je suis certain qu'il est le genre d'entraîneur que les joueurs aiment bien. Tous les joueurs d'Alabama ou de Penn State ont eu des super retours sur lui. C'est-à-dire d'être un très bon homme, enfin, en premier sens du terme. Au niveau du calendrier, alors Marshall a une particularité, c'est que cette équipe n'affrontera aucune équipe du Power 5, ce qui fait de son calendrier l'un des plus simples du pays. Sincèrement, pour vous dire, le match le plus difficile, ça sera peut-être le premier, le 4 septembre face à Navy. Le reste, ça me paraît relativement simple. Bon, il y a peut-être un déplacement à Appalachian State qui sera compliqué, mais mis à part ça, il n'y a rien d'incroyable. Marshall a tous les outils en poche, en sa possession pour remporter cette conférence, à savoir un bon quarterback et une équipe stable à des postes clés, hein, hormis le poste de running back. Et pour moi, ça va faire facilement 10 victoires. Et on attend Marshall dans les people. Du moins, ça doit être l'objectif. Même si c'est la première année de Charles Huff, je pense qu'il y a un one-shot à aller chercher. Et ben on croise les doigts pour qu'ils soient dans les people après cette déjà, la bonne saison de laquelle ils sont sortis pour Charles Huff aussi, parce qu'on en avait parlé pour l'épisode Coaching Carousel et on était assez unanime sur l'arrivée de Huff. On disait que c'était vraiment quelqu'un qui nous intéressait et qui avait l'air d'être un bon gars en plus. Je sais que Baptiste était assez fan et donc on lui souhaite que de la réussite du côté de Marshall. On va passer légèrement plus à l'ouest de la Virginie occidentale. Hein. On va aller dans l'Ohio du côté de Cincinnati. Ça va nous être présenté par Christophe Ajus de Floride. Guigui, Cincinnati, c'est une belle histoire d'amour. C'est ce qu'ils ont failli faire à Georgia. Hein. C'est ce qu'ils ont failli faire. Donc Cincinnati, hein, je vais essayer de mettre mes petites vannes de côté pour le moment en tout cas. Je la sortirai pour la saison. Mais l'année dernière, qui font une très très belle saison, qui finissent la saison régulière à 9 victoires, 0 défaites, avec notamment des victoires très convaincantes face à 3 équipes classées, en tout cas classées à l'époque, qui étaient Army, SMU et Tulsa, avec une autre victoire face à UCF aussi pour noter les principales victoires. Effectivement, il y a cette défaite en bowl game face à Georgia qui fait un petit peu tâche, mais bon, ça reste Georgia en face, hein, et c'était une défaite 24-21 en fin de match. Donc voilà. Après, niveau coaching staff, ça n'a pas beaucoup bougé. Hein. C'est toujours l'équipe de Luke Fickell, toujours lui qui a les rênes de l'équipe. Au niveau des joueurs, donc du coup, pour commencer avec l'offense, l'offense toujours amené par Desmond Ridder, qui est un des meilleurs, un des top QB du college football. Hein. Faut être tout à fait honnête. Donc il revient pour je pense qu'il sera sa dernière saison. Donc lui qui a été le AAC Offensive Player of the Year l'année dernière. Son escouade de receveurs pareil, hein, avec Pierce et Young et leur tight end Wild. J'espère que ça permettra à Desmond Ridder de vraiment step up à la passe. C'est vraiment là que je l'attends cette année, parce qu'on sait que c'est un athlète, on sait qu'il peut courir.
Maintenant, j'ai vraiment besoin de voir plus de continuité et de progrès sur son jeu à la passe, notamment s'il veut, par exemple, avoir des espoirs de NFL. La grosse question de cette attaque, ça va être la ligne offensive où il y a eu beaucoup de départs, notamment aux deux postes de tackle. Donc, ils ont eu un transfert James Tunstall qui devrait prendre un spot. Et l'autre poste de tackle, si je dis pas de bêtises, il n'est pas encore décerné. Donc voilà, donc l'offense en tout cas en règle générale devrait revenir au moins aussi forte. Maintenant, je pense vraiment que s'ils veulent passer un step, il faut vraiment que ça sera dans les mains de Desmond Ridder et à lui de passer ce step-là. En défense, alors là, j'ai été un des premiers surpris du nombre de retours dans cette défense. C'était une des meilleures du college football et pas seulement du group of five. Je crois qu'ils finissent 13e en total defense l'année dernière. Donc vraiment, c'était quelque chose, c'était le gros point fort de cette équipe. Leur defensive line, elle est deep, mais de chez deep. Ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent. Ils ont récupéré un transfert de Georgia, un ancien top 75 à la sortie du lycée, Joan Briggs. Ça va vraiment être cochon encore une fois. La secondary, il y a tout le monde qui est revenu. Ahmad Gardner, qui est pour moi dans le top 3 des cornerbacks du college football et de la prochaine draft. De l'autre côté, il y a Kobe Bryant qui a été le leader d'interception de l'équipe l'année dernière. Ce qu'il faudra juste voir, ça sera au poste de safety où les deux seniors Cook et Hicks qui vont devoir remplacer les safety qui sont partis, mais qui ont quand même beaucoup d'expérience et beaucoup de temps de jeu, donc ça devrait le faire de façon assez smooth. Donc voilà, donc vraiment pour moi la grosse question de cette équipe, ça va être est-ce que Desmond Ridder peut passer à ce step et peut emmener cette équipe en playoff, parce que c'est vraiment le but, c'est vraiment l'objectif. J'ai pas envie de dire que s'ils vont pas en playoff, ça sera une saison ratée, parce que je pense que s'ils sont pas top 10, pour moi, ça sera une saison ratée au vu de tout le talent qu'ils récupèrent et de tout le talent qui revient de la saison dernière. Il va vraiment falloir qu'ils carburent et qu'ils capitulent là-dessus. Et c'est surtout que par rapport, on en vient à leur calendrier, et ben cette année, à la différence de l'année dernière où il y avait que du groupe of five, cette année ils ont du Power 5 et ils n'ont pas du Power 5 de fond de tiroir parce qu'ils ont Indiana en week 3 et Notre-Dame en week 4, les deux à l'extérieur en back-to-back. Donc là, ça va vraiment être leur make or break. S'ils arrivent à se sortir de ce petit stretch des week 3 et 4 avec, pour moi, une victoire face à Indiana, c'est limite le minimum. Et je veux les voir accrocher Notre-Dame, qui a perdu Yann Book. Mais je veux les voir accrocher Notre-Dame. Je pense que ça va quand même être court. Je pense à l'heure actuelle, je penche sur une victoire de Notre-Dame à l'heure actuelle. Mais voilà. Gus, t'en penses quoi, toi, de ce match? Bah déjà, ça sera l'occasion pour leur ancien coordinateur défensif Marcus Freeman de rencontrer son ancienne équipe maintenant, parce que je rappelle, Marcus Freeman était un des coordinateurs défensifs les plus prisés du pays l'an dernier, et il a décidé de rejoindre Notre-Dame cette année. Et rien que pour ça, c'est toujours intéressant, parce qu'il connaîtra leur attaque. Il saura comment défendre face à leur attaque, et inversement, il pourra donner des tips à l'attaque pour mieux attaquer cette défense. Et non, moi, c'est un match qui me fait très très peur. Bon, on les accueille à la maison, mais Cincinnati a beaucoup plus de certitude que nous. Hormis leur left tackle qui est parti, c'est une équipe qui est encore très très deep. Et comme l'a dit Guillaume, qui a beaucoup de stabilité. Attention à l'upset. Attention à l'upset. Je sais que nous, dans la communauté Notre-Dame, et de ce que je lis et j'entends aux États-Unis, il y a peu de personnes qui osent trop s'avancer sur ce match. C'est vous dire à quel point les Bearcats font peur à Notre-Dame. C'est ça, ce que j'allais dire, ça montre le pas qu'a fait Cincinnati ces dernières années. Parce que c'est pas, contrairement à une équipe comme UCF qui a fait une saison parfaite et qui est redescendue un petit peu derrière, c'est vraiment une équipe qui commence à être très solide depuis quelques années maintenant et qui arrive à garder leur niveau en fait.
malgré qu'ils soient du groupe of five, malgré des recrutements lycéens plus petits, on va dire. Hein. C'est moins clinquant que des grosses équipes de Power 5. Mais comme on en a parlé dans l'épisode avec le college football playoff à 12, ils peuvent être dans le futur l'un des grands gagnants de ce changement. Et couplé à leur résultat actuel, ça peut devenir vraiment une belle place du college football. Si c'est pas une place forte, donc là vraiment une belle place du college football dans ces prochaines années. Donc voilà, moi je les vois top 10 cette année. Leur saison se joue week 4. S'ils arrivent à accrocher et à taper un upset face à Notre-Dame, même moi, un des plus grands détracteurs de Cincinnati, j'aurais pas l'argument de l'année dernière de ils ont joué personne. Là, ils jouent des gens, ils jouent des équipes qui ont le niveau des playoffs, hein, du coup, avec Notre-Dame. Oh, en effet. Ouais. Donc ça va être le point d'ancrage. Par contre, s'il vous plaît, les gars, me faites pas, je gagne à Notre-Dame et je perds contre UCF. Parce que là, ça va commencer à me titiller la moustache. Mais voilà, ça va vraiment être ce match référence, ce match clé qui va faire ou défaire leur saison, en fait. Et même avec une défaite face à Notre-Dame, ils pourront attraper le top 10. Maintenant, une défaite contre Notre-Dame, pour moi, enterre définitivement et dès la week 4 leurs espoirs de play-off. Baptiste, Desmond Rider, premier tour ou pas l'année prochaine? Non, je pense pas. Enfin, honnêtement, À l'heure actuelle. Ouais, non, je pense pas. Il y a plus de. Enfin, honnêtement, c'est le prototype du très bon quarterback de college football. J'ai quand même du mal à le voir lancer des ballons le dimanche. Mais après, je suis pas scout NFL. Donc, Pour moi, Desmond Rider, à l'heure actuelle, c'est comme l'a dit Baptiste, c'est un quarterback NCAA à la, et je ne le compare pas à cette personne, mais à la Sam Ehlinger, par exemple, qui est un quarterback de college football exceptionnel, mais on a bien vu à la draft que les scouts ne pensent pas que ça peut se transposer au niveau NFL. Maintenant, encore une fois, c'est pour ça que je veux voir son développement cette année, en tant que vraiment quarterback et pas juste en tant qu'athlète qui joue quarterback. Eh bien, très bien. Donc, après Cincinnati, on va repartir vers le sud et vers le Sunshine State, la Floride, car nous allons parler de l'université du grand Blake Bortles, UCF, University of Central Florida. Donc, les Knights, qui en 2020, donc ils évoluent dans l'American Conference, qui en 2020 ont été auteurs de 6 victoires pour 4 défaites, 5 victoires pour 3 défaites en conférence, avec notamment des victoires face à Georgia Tech, Houston, Tulane, Temple, mais des défaites face aux plus grosses équipes à affronter, Cincinnati, Tulsa qui sort d'une très bonne saison, et une défaite face à Memphis, 49-50 sur un field goal. Donc, je crois qu'on était ensemble d'ailleurs devant le match, Gus. C'était assez sympa à voir comme match, du vrai college football sans défense, on va dire. UCF qui ont réussi à décrocher un bowl, donc qui n'était pas très loin, car c'était au nord de Miami, c'était au Boca Raton Bowl face à BYU, bowl qui a été perdu 49-23. Voilà, tout ce que je voulais dire sur UCF quand même, parce qu'on va en parler après du potentiel offensif, mais c'est que sur toute la saison, c'était que des gros scores. Même pour les défaites, il y avait beaucoup de scores, beaucoup de points marqués par UCF. Donc ça va être assez intéressant à suivre pour l'année 2021. Cependant, pendant l'intersaison, énormément de changements déjà avec les départs à la draft de Richie Grant, l'excellent safety du côté des Atlanta Falcons, mais aussi de la paire de cornerback Aaron Robinson chez les Giants, donc un cornerback très en vue, Robinson, et Tay Gowan chez les Cardinals, et la perte des receveurs principaux Harris et Nixon. On a eu aussi le départ du head coach Josh Heupel, qui est le nouvel head coach de Tennessee. Et Augustin, là, je vais te le demander, qui l'a remplacé, Josh Heupel? C'est le grand Gus Malzahn d'Auburn. Voilà, Gus Malzahn, meilleur coach de la SEC en 2013, vainqueur de la SEC aussi d'ailleurs en 2013. 67 victoires pour 38 défaites avec Auburn, donc qui arrive avec un énorme bagage. C'est vraiment, ça a été peut-être
dans les annonces de départ et d'arrivée de coach intersaison, dans le coaching carousel, ça a été peut-être le plus gros nom qu'on ait eu à entendre. Et donc, c'est une très belle arrivée pour UCF. Et bien sûr, Malzahn ramène dans ses valises d'autres personnes. Il ramène en nouvel offensive coordinateur JJ Kine, qui était offensive coordinateur et coach QB d'Hawaii. Et deux nouveaux défensifs coordinateurs, hein, donc ils vont se partager le travail. Travis Williams, qui était linebacker et défensif coordinateur du côté d'Auburn, et David Gibbs, qui était défensif coordinateur à Texas Tech, puis cornerback coach à Missouri. Donc des gens d'expérience, hein, qui connaissent bien la SEC notamment. Il me semble aussi qu'il a ramené quelques joueurs, dont Big Cat Bryant, le defensive tackle d'Auburn. Ça, on va en parler. On va en parler juste après. On va parler déjà des commits, mais c'est vrai qu'au niveau des transferts, vous allez voir. Enfin, Malzahn, ça a été un gros bagage, hein, pour le coup. Au niveau des commits, on est seulement sur la 4e classe de l'American Conference et la 58e classe de la nation. Ils ont très bien recruté en JUCO, en revanche. Le meilleur 4e safety de JUCO, le 4e meilleur receveur de JUCO aussi. Il y a beaucoup de bons joueurs, hein, de JUCO, je ne les cite pas tous. Et il y a un 4 étoiles dans cette classe, c'est Mokiao Atimalala, qui était le 18e athlète du pays. Et au niveau des transferts, comme l'a dit Augustin, on a pas mal de transferts, on en a 8, mais c'est surtout, pas mal de transferts, et c'est surtout de la grosse qualité avec Big Cat Bryant, comme tu l'as dit, Gus, qui a l'Edge d'Auburn, un ancien 4 étoiles, qui a été auteur de 3 sacs et une interception en 2020. Mais il y a aussi un receveur 4 étoiles d'Auburn, Nate Craig Myers. Il y a Mark Anthony Richards, qui était un running back 4 étoiles d'Auburn, qui est arrivé en 2019, donc assez jeune, c'est intéressant. On a Jordan Johnson, qui était du côté de Notre-Dame, Augustin, un receveur 4 étoiles. Ouais, un receveur 4 étoiles, borderline 5 étoiles. Hein. Là, c'est pas du 4 étoiles classé 400e dans le pays, c'est du 4 étoiles classé 30e ou 40e. Il était de la QV 2020, mais il n'a jamais réussi. Il y a eu quelques petits problèmes entre lui et le coaching staff de Notre-Dame. Donc, c'est tout bénef pour UCF qui récupère un joueur qui a un énorme potentiel. Et puis on parlait aussi des départs à la draft, hein, d'Aaron Robinson et Tay Gowan au poste de cornerback, mais il y a Marco Domio, un cornerback 4 étoiles d'Auburn, qui a aussi rejoint le programme, et quelques autres joueurs. Au niveau de l'effectif, le quarterback titulaire, toi comme moi, nous comme vous, on le connaît tous, c'est le sophomore Dylan Gabriel. Alors Dylan Gabriel, c'est extrêmement fort, en tout cas pour du college football. En 2 saisons, il a lancé 61 touchdowns pour 11 interceptions et seulement 4 en 2020. Et 7223 yards. Et je crois qu'il a couru pour 6 ou 8 touchdowns en tout. Bref, c'est quelqu'un de très très accurate et qui va être littéralement la star de l'équipe. Voilà, je pense que c'est tout ce qu'on peut dire. On le met dans le top de nos QB pour la saison 2021. Toi, Gus, tu penses aussi que ça sera un des meilleurs QB à venir? Oui, je pense que déjà, il sera l'un des meilleurs dans l'optique de la prochaine draft NFL, mais ce sera aussi un des quarterbacks les plus intéressants à regarder. Je rappelle qu'il est gaucher, et c'est toujours excitant de voir ce genre de joueur. Il a un bras canon, ça peut sortir de partout comme de nulle part. Et non, c'est le genre de joueur hyper attrayant en college football. Au niveau des autres forces de l'équipe, hein, il y a la D-line qui est aussi très bonne, hein, avec beaucoup de retours notamment, et l'arrivée de Big Cat Bryant, donc, comme on disait. Mais la qualité aussi en termes de talent de l'effectif, c'est quand même un effectif assez profond. Il y a beaucoup de qualité sur tous les postes, même s'il y a des postes qui se renouvellent. Ce qui sera peut-être un petit peu les faiblesses de l'équipe, parce que c'est vrai qu'il y a des pertes au niveau des postes running back et receveur. Alors, la relève est quand même là, hein, avec notamment tous les transferts dont on parlait au poste receveur. Mais bon, c'est vrai qu'il va falloir vite s'adapter, s'harmoniser en termes offensifs et puis se synchroniser avec Dylan Gabriel. Il y a aussi pas mal de départs donc, au poste de DBs, parce qu'on parlait de cornerback, mais il y a aussi le safety principal qui est parti. Donc, on sait qu'il y a du talent pour les remplacer, mais c'est des joueurs qui restent quand même très frais, très tendres, en espérant qu'ils arrivent à vite se mettre au diapason. En tout cas, la question qu'on se pose tous, c'est est-ce que Malzahn va rouler dès cette année sur la conférence, ou est-ce qu'il va falloir attendre la saison prochaine? Est-ce que derrière, UCF vont-ils être de retour, va-t-il être de retour pour de bon? Car on sait très bien que c'est un des
gros programme du college football, malgré le fait qu'il soit dans le Group of Five, c'est un programme qui aurait largement sa place dans le Power Five. Est-ce que c'est de retour avec Malzahn pour toi, Gus? Petite question piège au hasard. Justement, il y a deux aspects. Il y a l'aspect sportif et peut-être institutionnel, si je peux le dire comme ça. Je pense que l'arrivée de Malzahn, elle n'est pas anodine dans le sens où il y a clairement cette volonté pour UCF de devenir bientôt un programme du Power 5. Du moins, ce sont les bruits de couloir qu'on a entendus ces dernières années. Alors, ouais, c'est une nomination qui va en ce sens-là. Après, sportivement, est-ce que dès la première année, il va réussir à faire des miracles? Peut-être pas, mais va falloir compter sur UCF les prochaines années parce que Gus Malzahn, bon, il y a des détracteurs, mais ça reste Gus Malzahn. C'est un des meilleurs coachs du pays. On l'aime ou on l'aime pas, mais non, ça fait passer le programme de UCF dans une autre dimension. On va justement voir pour cette saison avec le calendrier. Alors, c'est un calendrier conférence. Il y a 12 matchs comme d'habitude. Il y a la plupart des équipes de la conf, on ne va pas toutes les citer. Mais il démarre en week 1 face à Boise State. Ça sera déjà un premier beau test, le genre de match qu'on aime bien. En week 2, ils affrontent, et ça c'est juste pour le petit clin d'œil, ils affrontent Bethune-Cookman, qui est la nouvelle fac de Jordan Avicet, notre français national. Donc si vous voulez voir Avicet à la télévision, ça sera le moment, en regardant UCF bien entendu. Ils affrontent Louisville en troisième semaine. Louisville, ça va être aussi une belle confrontation. Après, ils retrouvent Navy le 2 octobre du côté d'Annapolis. Ils retrouvent Cincinnati le 16 octobre à Cincinnati. Ils reçoivent Memphis le 22 octobre et ils se déplacent à SMU le 13 novembre. Quelques matchs donc un petit peu compliqués sur l'ensemble. Moi, je mettrai un pronostic de 10 victoires pour 2 défaites, avec des défaites face à Cincinnati et éventuellement face à SMU ou une autre équipe, mais je miserai sur SMU. Voilà, est-ce que vous êtes tous d'accord là-dessus? Ça semble un prono qui passe. Ouais, voilà. Donc voilà ce qu'il en est pour UCF. En tout cas, si vous aimez les universités de Floride, parce qu'il y en a tellement des universités de Floride, on mute Guigui pour ça. Mais il faut noter que c'est il me semble que c'est la plus grande de Floride en nombre d'étudiants. Oui, exact. Ouais, non, c'est ça, exactement. Donc voilà, ça sera à voir et ça sera à suivre avec notamment Dylan Gabriel. Équipe suivante, on va du côté de la Sun Belt et des Raging Cajuns de Louisiana, donc du côté de Lafayette, en plein centre de la Louisiane. Alors Louisiana, c'est une équipe qui est devenue très très intéressante ces dernières saisons et on va expliquer un petit peu pourquoi. Déjà l'année dernière, c'est 10 victoires pour une défaite, donc avec notamment une victoire dès la première semaine face à Iowa State 31-14, donc assez surpris, Iowa State qui se fait défaire comme ça. Des victoires aussi face à UAB, Arkansas State et Appalachian State qui sont souvent les grands rivaux en termes de niveau, je dirais. Et une seule défaite, donc 30-27 face à Coastal Carolina. Donc défaite à un fil, si je puis dire. Donc voilà, très très bonne saison pour Louisiana. Ils ont réussi à gagner aussi leur bowl qui était face à l'Université du Texas à San Antonio UTSA, 31-24 du côté de Dallas. Ils ont terminé 15e au classement AP Poll et 19e au classement CFP. On ne sait pas trop pourquoi le CFP les fait reculer de 4 places, mais bon, on en est là. Et juste la dernière anecdote qui est un petit peu triste, c'est que en tout début de saison, en fait, pendant les entraînements, ils ont eu un coach assistant de la O-line qui est décédé d'un arrêt cardiaque en plein entraînement. Voilà, donc c'est des choses aussi qui peuvent un petit peu bouleverser une équipe, on le sait, mais ça n'a pas été le cas, fort heureusement, et malheureusement aussi avec ce qui s'est passé. Au niveau de l'intersaison, eh bien, ils ont perdu leurs 2 running backs titulaires, Elijah Mitchell qui a été drafté au 6e tour par les 49ers, qui était auteur de 8 touchdowns la saison dernière, et Trey Ragas qui a été récupéré en free agent par les Raiders, qui a été auteur de 10 touchdowns, donc ils perdent 2 gros running backs. C'est la 4e saison de l'head coach Billy Napier, dont on parle très très souvent, qui a 28 victoires pour 11 défaites avec Louisiana et 2 victoires en bowl pour une défaite, qui est l'ancien coach receveur d'Alabama et qui est très 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 prisé, Napier. On en parle chaque année,
On en parlait là pendant l'intersaison pour un possible départ. Il est resté. On va voir l'année prochaine. Au niveau de l'offensive coordinateur, on a un nouvel offensive coordinateur, c'est Michael Desormeaux, qui était l'ancien coach Thailand et finalement qui le reste. Il est co-offensive coordinateur et coach Thailand, qui remplace Rob Sale, qui est parti du côté des New York Giants en NFL pour devenir le coach de la O-line. Au niveau des commits, c'est la meilleure classe de commits de la Sun Belt, mais c'est seulement la 66e classe nationale. Alors, ils ont pas mal recruté en JUCO, hein. On a le 6e meilleur D-line de JUCO, le 9e meilleur linebacker. Et au niveau des commits lycéens normaux, le meilleur commit, c'est le 58e running back du pays, en gros. Donc voilà, que des 3 étoiles. En revanche, ils ont eu 9 transferts, dont quelques transferts importants. Il y a eu pas mal de 3 étoiles de TCU, de Nebraska, de Kansas State, de Kansas. Mais surtout, il y a l'arrivée d'un quarterback que je connais bien, car c'est Lance Legendre, le quarterback 4 étoiles qui était à Maryland. Donc, il s'est fait sauter sa place par Tolia Tagovailoa, on s'en rappelle, on en avait parlé. Et Legendre, qui est originaire de la Nouvelle-Orléans, donc la Nouvelle-Orléans à quelques encablures de Lafayette, qui retourne un petit peu sur ses terres natales, ça lui fera pas de mal, c'est très bien. Legendre, c'est plus un running back, voilà l'amalgame, un quarterback qui court. Et je pense qu'il va bien se fondre dans l'effectif Louisiana, donc c'est une bonne chose. Moi, je suis content pour Legendre et je suis content qu'il risque d'avoir du temps de jeu, pas cette année, mais la saison prochaine, car au niveau de l'effectif. Justement, ça va faire la transition. Tu penses qu'il peut sauter le job de Levi Lewis? Eh bien, absolument pas, mon cher Augustin, car le super senior Levi Lewis, qui était déjà senior, revient pour une saison grâce à la gratuité, donc à l'éligibilité supplémentaire. Levi Lewis, donc, qui est un quarterback gaucher, qui est le titulaire en puissance depuis plusieurs saisons, qui a été auteur de 6300 yards depuis qu'il est là, 54 touchdowns à la passe pour 14 interceptions, plus 9 touchdowns à la course. C'est clairement le super quarterback du programme, il bougera pas. Je pense que Napier n'a pas besoin de changer sa hiérarchie, mais le genre sait qu'il aura le job l'année prochaine, donc ça, c'est plutôt intéressant. Au niveau des joueurs stars à suivre, eh bien, on a le linebacker Lorenzo McCaskill, qui est très important dans la défense, mais on a de très bons DB du côté de Louisiana. On a le cornerback sophomore Mickey Garner, qui a été auteur de 3 interceptions pour 7 pass deflection aussi, et Braden Trahan, le safety, qui est junior, lui, qui a été auteur de 4 interceptions pour 9 pass deflection, donc c'est énorme pendant la saison. Au niveau des forces de l'équipe, c'est vraiment une équipe super complète, vraiment très complète. Ils ont la meilleure O-line de Sunbelt, avec que des joueurs de retour et qui étaient dans les différentes teams Sunbelt, la première, la deuxième et la troisième team. Donc quand on dit les teams, c'est les joueurs qui sont sélectionnés pour l'équipe type de l'année, grosso modo. Le corps de receveur qui revient au complet, et c'est surtout, encore une fois, le poste DB vraiment qui est le plus important. Tout le monde revient déjà, et c'était le 4e du pays avec le nombre de yards accordés par passe, donc 5,8 yards en moyenne, et le 3e meilleur corps de DB du pays en termes d'interceptions, avec 16 interceptions la saison dernière. Donc vraiment, attends gare aux quarterbacks qui vont affronter Louisiana cette année. Au niveau des faiblesses de l'équipe, à part le poste running back qui s'est un petit peu appauvri, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire. C'est une équipe très équilibrée. Alors, on s'entend quand on dit équilibrée, c'est pas Clemson au niveau du talent, mais pour leur niveau, c'est une équipe vraiment qui conserve tous ses joueurs. Il y a quasiment tous les joueurs qui sont de retour. Et c'est très fort. C'est très fort. La question que tout le monde se pose, c'est est-ce que Louisiana peut aller légèrement plus haut au classement ePeople? Mais bon, ça reste une question un petit peu abstraite. Mais c'est surtout, est-ce que ça serait la dernière saison de Billy Napier? Parce que c'est vrai qu'il a transformé le programme. On en parle, comme je vous l'ai dit, assez précédemment pour qu'il aille plus haut, je dirais. Est-ce que vous, les gars, vous pensez que là, ça y est, si Napier sort une grosse saison, c'est l'année prochaine, il n'est plus là? Il n'avait pas eu des... Non, c'était pas des offres de NFL ou... De sec, a priori, ça ne m'étonnerait pas qu'Auburn ait des contacts. D'après ce que j'ai compris, il y avait des offres de sec, mais c'était des rumeurs, quoi. Moi, j'avais entendu des rumeurs de défensif coordinateur en NFL. Ça me dit quelque chose en NFL, ça me dit quelque chose. Alors là, j'ai pas les détails, mais ouais. Non, mais il faut voir ce qu'ils comptent faire cette année. Peut-être après, de toute façon, tout dépendra des places qui se libéreront dans les autres conférences du Power 5.
Là, faut dire que cette année, avec Tennessee et Auburn et South Carolina, il avait 3 belles occasions d'y aller. On n'a pas l'air de connaître les raisons d'un éventuel refus, du moins s'il a été demandé. Mais non, il va falloir qu'une porte s'ouvre s'il veut changer. Et donc, du coup, en fait, il est condamné à voir ce que font les autres programmes pour l'instant. En tout cas, ça devrait bouger. On s'y intéressera en fin de saison. Au niveau du calendrier, justement, sur la saison à venir, alors, je ne vais pas vous citer toutes les équipes, hein, la plupart, ce sont les équipes de la conférence. En revanche, il démarre quand même la Week 1 du côté d'Austin face à Texas. Attention, Attention, Texas. Toi, tu veux pas te faire pote avec Texas France. Oh là 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 là, ne commencez pas. Il y a aussi des matchs face à Appalachian State, donc le 12 octobre. Comme je vous l'ai dit, c'est un peu les équipes de même niveau qui se rencontrent et ils étaient en bowl il y a 2 ans. Et un déplacement à Liberty le 20 novembre. Alors moi, mon prono, c'est 10 victoires. Donc 10 victoires en conférence pour 2 défaites, mais je suis pas sûr que ce soit 2. Je dirais peut-être une. Alors, je vois une défaite face à Liberty, clairement. Liberty, pour moi, ça sera au-dessus. En revanche, Texas, en Week 1, Texas qui n'a pas encore de quarterback titulaire, Texas qui commence un petit peu à se reconstruire. L'upset pour Texas est très possible. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Gus. Je rappelle que cette année, Louisiana a battu à la Week 1 Iowa State. Hein, et après, on a facilement en plus. Non, mais facilement, c'est ça, de plus de 15 points. Et après, on a vu la saison qu'a fait Iowa State. Attention, Texas, je suis sûr que le staff des Longhorns ne prend pas du tout ce match à la légère. Et non, il va être intéressant à regarder ce match. Ça sent le bourbier. Hein. Beau match de Week 1, ouais, en effet, beau match de Week 1. Voilà en tout cas pour ce qui est de Louisiana. On passe du côté de la région de San Francisco, San Jose State. Baptiste, San Jose State, belle saison. Même meilleure saison de l'histoire du programme depuis 1939, ni plus ni moins en 2020. Donc San Jose State. Donc tu cites des dates qui portent à confusion, attention. Hein. non, là il y a juste college football, hein, pas autre chose. Donc effectivement, hein, c'était une très belle année 2020. Saison régulière parfaite, 6 victoires Mountain West. Il n'y a pas eu ils ont écrasé personne, hein, les Spartans, hein, mais voilà, des jolies victoires, notamment contre Nevada et Boise State en finale de la Mountain West. Malheureusement, la saison se termine un peu mal avec une très lourde défaite dans l'Arizona Bowl contre Ball State. Mais voilà, si on met ça de côté, mine de rien, il y a eu un départ à 7-0 qui était le meilleur départ de 1939. Et pour la deuxième fois de l'histoire, ils sont dans la Paypal à la fin de la saison. Donc voilà, c'est une saison complètement historique pour San Jose State. Alors, vous allez me dire pourquoi cette réussite ? Eh bien, on y reviendra un peu plus tard, mais je pense que le quarterback a son petit mot à dire. Alors, au niveau de l'intersaison, le maître mot, ça a été stabilité. Pas de changement au niveau des coachs. C'est la cinquième saison pour Brett Brennan à la tête des Spartans. Allez, pour la petite anecdote, et ça nous permettra de rendre hommage à ce formidable quarterback qui était Colt Brennan. C'était son cousin, tout simplement. Brett Brennan est le cousin de Colt Brennan, l'ancien quarterback de Hawaï qui est décédé il y a pas très longtemps. Donc, comme je disais, stabilité, 10 joueurs de retour en défense, voire 11 presque, 9 joueurs de retour 9 titulaires de retour en attaque. Donc voilà, donc c'est une équipe qui a beaucoup gagné et qui revient quasiment à 100%. Le seul poste où ça va être un petit peu plus compliqué, ça sera au poste de receveur. On va y revenir un petit peu plus tard. Donc la réussite de 2020 et la prochaine probable réussite en 2021 porte surtout le nom de Nick Starkel. Nick Starkel, c'est qui ? C'est tout simplement un super senior, j'ai presque envie de dire, parce qu'il attaque sa 6e année. Il était de la promo 2017. C'est vous le dire à quel point ça commence à dater. Allez, pour vous. J'étais même pas né quand il a commencé. Pardon, c'était 2016. Et pour vous marrer quelques noms de quarterback de cette promo-là, on avait du Shea Patterson, on avait du Philip Refunks, on avait du Dwayne Haskins, on avait du Shane Buechele, on avait, allez, pour vous marrer aussi, on avait un certain Chess Surratt qui était recruté comme quarterback à l'époque chez North Carolina. C'est vrai, et puis ça.
Et on avait Ian Book aussi, et puis un petit dernier pour le plaisir, Justin Herbert. Voilà, pour vous donner les noms de ses camarades de promo en 2016. Donc, pour faire l'historique de Nick Starkel, il avait d'abord des mecs qui sont à... en NFL depuis 4 ans. En gros, ça, c'est. Non, mais c'est ça, c'est Papy fait de la résistance, quoi, Nick Starkel. Ouais, et Papy fait même bien de la résistance. Donc voilà, donc il est passé par Texas A&M, enfin même avant Texas A&M, il avait été commit à Oklahoma State d'ailleurs pour être tout à fait exhaustif. Et donc passé par Texas A&M puis par Kansas, et donc là c'est la deuxième année où il est chez les Spartans. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a plein d'expérience, qui a commencé les matchs en sec dans 2 programmes différents, qui a l'expérience de l'année 2020 derrière lui. Donc voilà, et je pense que on parlait de NFL, c'est peut-être quelqu'un qui a envie de gratter une place en NFL en montrant ses progrès sur ces dernières années quand il a eu du temps pour se développer, du temps pour montrer ce qu'il savait faire. Donc pourquoi pas, voilà, et je pense que ça sera ça son objectif personnel sur la saison, en plus de mener les Spartans le plus loin possible sur la saison. Alors, la force, comme je vous ai dit, il y a de l'expérience de partout. Sur les lignes, au poste de linebacker, dans la secondary, bref, c'est que des seniors ou des juniors. Enfin voilà, c'est des gens, c'est de l'expérience de partout. Et de manière générale, la défense est hyper costaud. Elle est passée, pour vous dire, de 106e nationale en 2018 à 16e l'année dernière. Alors, de toute façon, c'est simple. En 2018, les Spartans ont un bilan de 1-11 pour être à 7-1 2 ans plus tard. Donc voilà, c'est les joueurs qui jouaient à peu près à ce moment-là qui ont progressé, et donc forcément, ça s'est vu dans les bilans de fin de saison. Allez, 3 noms à retenir. Il y a un duo de defensive end qui est hyper intéressant, Cade Hall et Viliami Veoko. Donc le premier, c'était carrément le défenseur de l'année en Mountain West l'année dernière. 10 sacs en 7 matchs. Voilà, c'est un monstre tout simplement. Et Veoko de son côté, c'est peut-être même le deuxième meilleur defensive end de la conférence aussi, 12,5 tackle for loss l'année dernière. Donc voilà, donc c'est 2 machines au poste de defensive end qui vont poser énormément de soucis au line de la Mountain West. Et donc petite mention de Cal Herman, l'inside linebacker, qui est une machine à plaquer, voilà, assez sympa à avoir joué. Au niveau des faiblesses, il y en a un seul. Alors c'est un point d'interrogation que vraiment une faiblesse, c'est le poste de receveur. Parce qu'il y a eu les départs de Bailey Gaver et de Troy Walker qui représentaient plus de 50% des yards à la réception l'année dernière, donc qui ne seront malheureusement plus là. Donc la question, c'est de savoir qui sera la nouvelle menace profonde. Voilà, il y a Isaiah Hamilton qui est de retour. Pourquoi pas Jermaine Bradcock, le senior. Enfin voilà. La question se pose, mais ça sera le seul point d'interrogation de l'effectif des Spartans l'année prochaine. Donc la question qui va avec, c'est est-ce que les Spartans arriveront-ils à surfer sur le succès de 2020 pour atteindre les sommets de la Mountain West en 2021, comme finalement ils ont été l'année dernière, dans une saison où, mine de rien, un bilan, je sais pas moi, de 11-1 ou de 12-1 pourrait ouvrir des portes du bowl de Nouvel An. Puisqu'on va se projeter un peu sur le calendrier. Alors ça commence en week 0 contre Southern Utah, un match de FCS. Alors le match est relativement tard en France, je crois qu'il est à 4h du matin. Voilà, c'est le dernier match de la week 0, donc si vous voulez finir votre soirée ou débuter votre nuit, n'hésitez pas. En plus, c'est la fin de l'été, sincèrement, c'est les derniers moments où vous pouvez, voilà. Allez-y, profitez. Alors, et puis comme ça vous permet de regarder Nick Starkel et les Spartans sans pression. C'est la week 0, on se fait plaisir. Donc je pense que ce match-là va servir de répétition générale avant le très gros morceau USC en week 2 à USC, donc chez les Trojans. Donc c'est une bataille Spartans-Trojan d'ailleurs. Donc voilà, match hyper intéressant, et pareil là, on sait jamais quoi. C'est un peu comme on parlait de Louisiana, Texas avant. On arrive dans une équipe qui est pleine de certitudes contre une équipe qui est pleine de doutes finalement. Donc sait-on jamais. Ça va être un match assez intéressant. De toute façon, la week 1 est remplie de matchs intéressants à regarder. Plus on s'intéresse à la semaine, plus il y a des affiches intéressantes. Donc voilà, donc USC en semaine 2, puis après voilà, on rentre dans le vif du sujet de la Mountain West. À noter qu'il y a un match contre Western Michigan à Western Michigan. Voilà, deux semaines consécutives. Voilà, il y a un déplacement à Hawaii puis Western Michigan. Voilà, peut-être un peu pour les organismes un peu compliqué, mais honnêtement, il n'y a rien d'insurmontable. Il y a Nevada le 6 novembre, mais en dehors de ça, c'est très largement tous les matchs sont largement gagnables. Donc moi, je vois clairement un bilan de 10-2, voire 11-1, avec une seule défaite contre USC. Voilà pour les Spartans, qui seront une équipe hyper rigolote à avoir joué cette année. Donc n'hésitez pas à les regarder le plus souvent possible.
Très bien, merci Bat. On va passer du côté de l'Est des États-Unis et d'une Et là équipe. aussi, c'est fun. Là aussi, c'est fun. C'est une équipe qui a vraiment fait parler la saison dernière, vraiment, vraiment. Euh, Augustin, Coastal Carolina, mon petit chimpanzé. Qu'est-ce que t'en as pensé? Ah, les mulets, hein. Ah, ouais, alors ça, ouais, alors Bon, on va pas ça, dire qu'ils ont démarré la mode, hein. On sait que ces dernières années, le mulet revient un petit peu à la mode. Elio, je sais que tu comptes t'en faire un. Mais non, une équipe trop cool. Non, mais le mec me reporte ses problèmes qui se fait tout seul en plus, c'est ça le pire. Ah, Le gars, quand même, alors ça on tient à vous le dire, les auditeurs. Augustin, à un moment, nous a posé la question, est-ce que je devrais tenter une mulet ou pas? Bon, il n'a pas fait. J'ai Bon, essayé, voilà, j'ai essayé. mais- Moi, j'ai dit oui. Moi, j'ai dit oui. Moi, je trouve ça classe. Moi, j'ai plus de cheveux, donc j'ai pas d'avis à donner. Qu'est-ce qui se fait un mulet, mais avec la barbe? Donc voilà, revenons sur 2020. Ça a été la belle histoire de la saison 2020. Ils ont, pour moi, le titre officiel de darling du college football. Leur bilan, ils terminent la saison régulière invaincus après un match épique face à BYU, Mormons vs Mullets. C'était ouf, franchement incroyable. Je vous conseille de le revoir en replay. C'est tout ce qui fait le sel du college football, c'était trop bien. Puis il y a eu une défaite face à la Liberty au bowl en overtime, dans une fin de match très très compliquée, ce qui leur a valu une 12e place à l'AP Poll, une place historique puisque c'était la plus haute de leur histoire. Et ce qu'il faut savoir qu'en fait, Coastal Carolina n'a pas une histoire, on va dire, très riche en college football, et cette année est vraiment une tâche, si je peux parler ainsi, dans leur histoire. Donc voilà, saison 2020 historique pour Coastal Carolina. Du côté de l'intersaison, leur head coach Jamie Shadwell, qui a été élu coach de l'année selon AP, a signé un nouveau contrat avec évidemment un salaire augmenté. C'est ma foi mérité. Vu la saison qu'il nous a sorti et vu la reconnaissance qu'il a eue de la part de tous les journalistes, des fans du college football et de ses pairs. Donc voilà, c'est une bonne chose de fait. Tu prolonges son contrat, tu le payes un petit peu plus, ça te permet de garder un super gars, certainement le meilleur coach de ton histoire pendant encore quelques temps. Il devrait sans doute pas tarder à commencer à réfléchir à un avenir en dehors de la Caroline du Sud. C'est Caroline du Sud, Costa Carolina? Conway, c'est en Caroline du Sud. Et tu peux vérifier s'il te plaît pendant que je continue. Au niveau de la revue d'effectifs, il y a Oui, c'est Caroline du Sud. Caroline du Sud, très bien. Au niveau de l'effectif, il y aura 19 starters sur 22 de retour, avec notamment beaucoup de super seniors. Vous pouvez retrouver les images sur Instagram où les Teddy Gallagher, tous les mulets se promettent de faire encore une superbe saison. Bref, il y a un superbe état d'esprit dans cette équipe. L'homme alpha, Teddy Gallagher. L'homme alpha. Ils ont juste perdu 2 joueurs et c'était les 2 joueurs en fait quasiment les plus importants de chaque côté du terrain. En attaque avec le running back CJ Marable et en défense le defensive end Taron Jackson, tous les 2 partis pour la NFL. Donc voilà, ça marque une Et on pense à Zappa qui nous parlait beaucoup de CJ Marable, c'était un de ses chouchous l'année dernière et pour la draft NFL. Voilà, donc du coup il y a une stabilité, même s'il manque ces 2 stars des 2 côtés du terrain. Le quarterback titulaire sera Grayson McCall. Il était un redshirt freshman l'an dernier, c'était sincèrement une révélation. Il est passé de révélation à star du college football. Je pense vraiment que c'est une star de la saison à venir. Quand on voit l'engouement médiatique qu'il y a avec Coastal Carolina, ce n'est pas juste un bon quarterback d'une équipe du groupe of 5, mais littéralement une star. L'année dernière, il a lancé pour 2488 yards, 26 touchdowns et seulement 3 interceptions. Donc voilà, avec 69% de passes complétées, c'est un super quarterback que moi j'adore et certains lui voient un avenir NFL et je pense que c'est tout à fait mérité. Au niveau des forces de l'équipe, vous allez voir, il y a beaucoup de forces, je ne vais même pas citer de faiblesses parce que pour moi, à leur niveau, il n'y a que des forces. La O-line est super, avec notamment les gardes Trey Carter et William Keane qui vont permettre à un nouveau running back de se démarquer. Je pense à Shamari Jones qui devrait devenir le successeur de CJ Marable. Super corps de receveur avec en figure de proue le tight end Isaiah Likely, un des meilleurs tight ends du pays, si ce n'est le meilleur aussi, osons les superlatifs.
et le receveur Javon Highlights, qui étaient tous les deux first team All-Sun Bet. Voilà. Donc ça, c'est super. Et comment ne pas parler de cette défense de Coastal Carolina avec d'abord la D-line qui est profonde et talentueuse. Je pense notamment à C.J. Brewer. Et au linebacker avec Teddy Gallagher et Silas Kelly qui sont, on va dire, l'âme de cette équipe, les go-to guys de ce côté-là. Et franchement, moi, si je regarde un match de Carolina, c'est pour ces deux mecs, quoi. C'est pas des frics athlétiques, mais bon, c'est des machines à plaquer. Quand faut sonner la révolte, réveiller les troupes, c'est les premiers à casser de la pierre dans le vestiaire. Tout ça, évidemment, filmé par le service com de la fac. Non, mais c'est deux super joueurs et c'est eux qui sont l'âme de cette équipe et c'est une âme qui est sans pareil dans le pays. La question que tout le monde se pose, est-ce que c'est reparti pour un tour ? Alors pour moi, intéressant. Oui, c'est reparti par un cours. Je vais vous dire pourquoi. Déjà parce qu'ils ont un calendrier très facile. Ils affronteront qu'une seule équipe du Power 5 avec Kansas, qu'ils ont déjà battu l'an dernier. Donc victoire face à Kansas. En plus, le match il sera à la maison. Il y aura un match assez compliqué face à Buffalo. Mais quand on voit Buffalo avec le départ de Lance Leopold et de beaucoup de ses joueurs sur le portail des transferts, je les vois mal aller perdre chez eux. Et sinon, que des matchs faciles. Bon, ça sera peut-être un petit peu compliqué face à Appalachian State, mais bon, pour moi, ça fait un 12-0. Leur seul adversaire, ça sera eux-mêmes. Parce que je le rappelle, Coastal Carolina a certes des joueurs talentueux, mais ça reste une équipe qui... c'est des joueurs talentueux pour cette conférence. Il y a un surplus d'âme par rapport aux autres équipes, mais il va falloir attention de ne pas tomber dans certains travers et de ne pas gâcher certains matchs parce qu'ils ont vraiment le potentiel pour aller chercher un 12-0 et aller chercher un 12-0 avec l'histoire médiatique qui est autour de Coastal Carolina, avec le fait qu'ils seront certainement dans le top 25 de l'A People cette année. Ça serait s'ouvrir les portes de façon quasi sûre pour un bowl du Nouvel An, à voir évidemment ce que fera Cincinnati. Mais voilà, c'est pour moi, ça doit être leur objectif, se qualifier à un bowl du Nouvel An. Et ça parle quand même beaucoup de Grayson McCall comme un des meilleurs quarterbacks l'année prochaine et potentiellement un des quarterbacks les plus en vue de la prochaine draft. Alors ça, on met des grosses guillemets là-dessus, mais à voir. À suivre Coastal Carolina, ça va être très très intéressant de voir s'ils arrivent à faire leur year 2, si on peut dire. On repasse de nouveau plus à l'ouest, cette fois-ci pas loin de la ville du Vice, mais dans la capitale qui est plus méconnue, on va dire ça comme ça, du côté de Reno dans le Nevada, car oui, nous avons à vous présenter le Nevada qui devient un programme très 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 intéressant. Guigui, Nevada, ça change un petit peu. Nevada, ça change et ça fait du bien. Je ne sais pas si certains de nos auditeurs ont pu regarder des matchs l'année dernière de Nevada, mais franchement, ça a été une très belle surprise. Moi, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai commencé à les regarder parce que j'ai appris qu'un de mes anciens coachs au Flash était un analyste offensif là-bas, donc ça m'a intéressé. Et en plus, ils ont eu la chance d'avoir un match sur antenne nationale face à San Diego State, parce qu'il y a un match, si je dis pas de bêtises, c'était un match d'Ohio State qui a été annulé. En même temps, le match d'Ohio State annulé l'année dernière, il y en a eu tellement. Oui, ça leur a pas empêché d'aller en championship, t'en fais pas. Bref. On tourne un peu les règles pour Ohio State, attention. Mais non, on dira pas plus. Mais voilà, donc vraiment une équipe très fun à regarder jouer. L'année dernière, ça a fini en 7-2, en ayant commencé sur un beau 5-0. Derrière, ça a eu un peu plus de mal. Ça a fait défaite à Hawaii et défaite face à San Jose State, avec une victoire au famous Idaho Potato Bowl face à Tulane, si je dis pas de bêtises. Donc pour cette année, tout à l'heure on en parlait en utilisant l'expression on prend les mêmes et on recommence. C'est exactement ça. Nevada, il récupère 19 starters sur les 22, toujours emmené par Jay Norvell. Pour moi, elle a elle coche toutes les cases pour devenir la belle surprise du groupe of 5 cette année. C'est une offense super fun à voir jouer. Franchement, qui est emmené par Carson Strong, notamment le quarterback. Retenez bien ce nom-là parce que vous risquez de l'entendre aux alentours de février-mars l'année prochaine, quand on sera en processus de draft, qui rentre dans sa 3e année en tant que titulaire. Typique pocket passeur, il est pas athlétique pour un sou, mais qu'est-ce qu'il est bon.
qu'est-ce qu'il est bon. Je crois que l'année dernière, il finit à 2 matchs à plus de 400 yards. Vraiment très efficace. Je crois qu'il finit sur un truc 27 TD, 4 inter, si je dis pas de bêtises. Donc c'est redoutable d'efficacité, ça fait très peu d'erreurs. Et moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez les quarterbacks, qui savent prendre soin de la balle, qui font pas d'erreurs, qui font pas perdre ton équipe. Avec lui, un receveur, j'en avais parlé un peu l'année dernière, parce que justement sur le match contre San Diego State, il m'avait impressionné. C'est Romeo Doubs, qui lui aussi vous risquez d'en entendre parler lors du processus de draft. Donc lui qui rentre dans sa 4e année de titulaire, si je dis pas de bêtises, ou en tout cas de grosse production. Donc voilà, c'est vraiment une équipe très fun à regarder jouer en attaque. L'année dernière, c'était un peu plus faiblard en défense, c'était un peu leur problème. Je suis très bien placé pour en parler. C'était le jour où l'attaque tournait un peu moins bien, c'était tout de suite beaucoup plus compliqué. Cette année, là, Nevada récupère 10 titulaires sur leur offense, sur les 11 joueurs, donc notamment Carson Strong, qui a été le Mountain West Offensive Player of the Year l'année dernière. J'adore ce joueur. Je vais pas revenir 15 ans dessus, mais j'adore ce joueur. Donc encore une fois, un Romeo Doubs qui a su montrer ses capacités de menace verticale. J'aimerais juste voir s'il arrive à se développer un peu plus sur les tracés courts et intermédiaires. Doubs, il a été énormément double team l'année dernière justement à cause de ça. C'est quelque chose qui va être beaucoup plus compliqué cette année parce qu'il récupère notamment Elijah Cook qui avait fait une très bonne saison 2019 mais qui s'était blessé dans le premier quart-temps du premier match l'année dernière et qui avait été out saison derrière. Tory Horton, qui est aussi un excellent receveur, qui est un sophomore, si pas de bêtises, qui a vraiment explosé sur la fin de saison dernière. Donc vraiment leur corps de receveur, leur offense en règle générale, c'est vraiment super sympa à regarder. Ils ont une O-line très solide qui donne notamment pas mal de temps à Carson Strong pour disséquer les défenses adverses. Et ils ont un petit duo de running back, Toa et Davante Lee, qui est vachement complémentaire. C'est deux running backs complètement opposés, mais qui font vraiment un très bon travail. Donc, ce qui va surtout faire cette saison, pour moi, je pense, faire la différence entre une autre très bonne saison, comme l'année dernière, ou vraiment passer un cap, ça va être la défense, qui a, je trouve, un peu sous-performé parce qu'ils avaient des très bons joueurs, que ce soit sur à peu près tous les fronts. Sur leur D-line, pour vous donner un ou deux noms, il y a Dom Peterson, qui est 2 fois le conference D-line. Au poste de linebacker, ils ont Lawson Hall, qui a été all-conference l'année passée. Le petit hit, ça va être leur manque d'expérience sur la secondary. Mais j'y crois, je pense vraiment que l'expérience qu'ils ont pris l'année dernière, la maturité qu'ils ont pris l'année dernière, et les quelques belles choses quand même qu'ils ont montrées, parce qu'ils n'ont pas été catastrophiques non plus, j'attends vraiment un step-up de cette défense, et ça va pour moi être l'élément clé de la saison de Nevada. La grosse question, ça va être, voilà, pour moi, est-ce que Nevada peut arriver à gratter une place dans le top 25 à la fin de la saison? Moi, j'ai envie de dire oui. Ça va être compliqué. Ils ont un calendrier pour l'année 2021 qui est loin d'être facile, avec notamment un premier match à Cal pour ouvrir la saison. Ils jouent Kansas State, ils jouent Boise. Ils rejouent San Jose State, qui est une très bonne équipe, et Colorado State pour finir la saison. J'ai envie de les voir arriver à décrocher 9-10 victoires. Je suis pas non plus ultra serein de mon pronostic. Ouais, je dirais 10 victoires sur leurs 12 matchs qui sont prévus, sans compter les finales de conf et l'éventuel bowl game. J'ai envie de voir 10 victoires. Je crois un upset face à Cal, si on peut appeler ça un upset, parce que Cal c'est moins ça ces dernières années, on va dire. Mais j'attends vraiment les matchs face à Boise et face à San Jose State pour vraiment me faire une idée de surtout ce que cette défense peut amener à cette équipe de Nevada. Comme dirait voilà, Laurent Paganelli, on leur souhaite. On te le souhaite. Qui est un grand joueur. Et Carson qui est un grand joueur. On va passer... Ouais, Carson Strong, c'est vrai que c'est impressionnant. C'était un 3 étoiles très mal classé au classement quarterback et c'est vrai que c'est impressionnant. On va passer du côté de la conférence USA de nouveau et du Texas, plus au sud, dans le Texas, du côté de San Antonio.
pour les UTSA Roadrunners, donc à l'Université du Texas à San Antonio. Alors les Roadrunners jouent dans un stade qui est tout de même mythique, c'est l'Alamo Dome, l'Alamo Dome qui a accueilli plein des grands événements sportifs, qui accueille régulièrement les finales de championnat lycéen du Texas, qui accueille aussi de grands événements, vous connaissez tous, mais de WWE, je crois qu'il y avait eu WrestleMania, si je dis pas de conneries, mais il y a eu le Rumble ou Randy Orton Gang, voilà, c'est pour la petite anecdote, mais c'est quand même un stade qui reste mythique dans le college football, avec notamment l'Alamo Bowl que vous connaissez tous. Donc, UTSA évolue dans cette enceinte, et en conférence USA, la saison dernière, ils ont gagné 7 matchs pour 5 défaites, en conférence 5 victoires pour 2 défaites, une victoire en week 1 face à Texas State pour la rivalité qui s'appelle I-35 Rivalry, qui est une rivalité en gros, car les deux facs sont pas extrêmement loin, elles sont rejointes par la même autoroute, donc c'est le nom de l'autoroute, voilà, avec une victoire de UTSA en deuxième overtime, 51-48. Il y a eu aussi des victoires assez marquantes face à Louisiana Tech, North Texas, University of Texas à El Paso, donc ils ont ruiné le Texas, UTSA, et Middle Tennessee, et quelques défaites, notamment face à UAB, face à BYU, 20-27, le BYU de Zach Wilson, comme vous le connaissez, Army, Florida Atlantic, etc., etc. Ils ont eu un bowl, donc, avec une défaite, et j'en parlais tout à l'heure de ce bowl, c'était le First Responder Bowl face à Louisiana, 31-24 à Dallas, dans le stade de SMU, dont on parlait aussi tout à l'heure. Donc, un bowl pour UTSA au niveau de l'intersaison. Eh bien, c'est la deuxième saison de l'head coach Jeff Traylor, et ça, c'est la petite histoire qui est assez sympa sur cet head coach. Je sais que Baptiste est un peu friand de ce genre de choses aussi. C'est que, bon, alors de base, c'est un ancien assistant à Arkansas, à SMU et à Texas, mais avant ça, il a été head coach pendant 14 ans d'une high school, c'est Gilmore High School au Texas. Il a remporté 3 titres d'État au Texas, plus 5 apparitions en finale. 175 victoires pour 26 défaites donc au lycée, 4 fois coach de l'année au Texas, et il a le stade du lycée maintenant qui porte son nom. Donc voilà, c'est la petite anecdote, c'est très très texan, c'est très très Friday Night Lights, mais on adore ça. Il y a aussi un offensive coordinator, Barry Looney, qui est l'ancien tight end coach et intérim head coach d'Arkansas, c'est sa deuxième saison, et première saison pour le defensive coordinator Rod Wright. Au niveau des commits, ce sont les premiers en conférence USA et les 77e du pays, donc au niveau de la classe commit. Ils ont le 4e meilleur edge de JUCO et les 8e et 9e meilleurs D-line de JUCO, donc ça recrute beaucoup en JUCO, vous voyez, souvent quand c'est du Power 5. Et en revanche, le reste des joueurs, c'est que des 3 étoiles. Du groupe of 5, Elio. Du groupe of 5, oui. Alors là, oui, oh là, lapsus. T'en perds ton latin. Exactement. Ils ont 7 transferts, dont un cornerback 3 étoiles de Texas A&M et un receveur 3 étoiles de Texas. Voilà. Au niveau de l'effectif, en quarterback titulaire, alors, gros mea culpa, parce que la dernière fois, j'avais très très peu d'informations sur New Mexico State quand on vous a fait l'épisode des facs indépendantes. Et je vous avais dit que le quarterback de New Mexico State serait probablement Josh Atkins. Et ben non, Josh Atkins a transféré depuis la saison dernière. Il y a un micmac. Et j'étais voir donc le roster de New Mexico State. J'étais revoir le roster. Ils n'ont pas de quarterback quasiment. Ils en ont 3, mais il n'y en a aucun qui a un signe particulier pour être titulaire. Bref. Donc on retrouve Josh Atkins, qui était l'ancien quarterback de New Mexico State, qui est ici en tant que super senior, qui a eu plus de 5 milliards dans sa carrière. En autre quarterback, il y a Frank Harris qui la saison dernière a lancé 2 touchdowns pour 6 interceptions et a couru pour 9 touchdowns et 1630 yards à la passe. Et il y a aussi Lowell Narcisse qui a été auteur de plus de 2 milliards dans 2 saisons. En gros, la saison dernière, il y a 4 quarterbacks qui ont joué. On n'a pas de titulaire en puissance pour l'instant. Ça devrait se jouer entre Atkins et Frank Harris. À voir. Je mets ma pièce pour Frank Harris. Au niveau des joueurs stars à suivre, eh bien, on a Sincere McCormick, qui Augustin en avait parlé. Et vous verrez pourquoi dans une interview. Sincere McCormick, qui est un running back sophomore et qui a été auteur de 2400 yards et 19 touchdowns dans 2 saisons du côté de San Antonio, qui est aussi plutôt bon à la réception. Au niveau des forces de l'équipe, on a un running game qui est plutôt pas mal, mais il y a aussi un backfield qui peut se développer. Il y a un très bon safety sophomore, c'est Rashad Wisdom,
qui était auteur de 4 interceptions et 95 plaquages en 2020. Donc une machine, le mec, et une bonne paire de cornerbacks entre Woolen et Mayfield. Vous vous souviendrez de ces noms si jamais vous suivez un petit peu UTSA. En faiblesse de l'équipe, c'est vrai que le poste de quarterback, avec le manque de certitude sur un titulaire, on sait toujours que ça peut faire perdre quelques matchs, notamment en début de saison. Donc, il va falloir fixer quelqu'un. Et le poste tight end qui est très 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 léger. La question qu'on se pose, c'est est-ce que UTSA a l'étoffe d'être le leader de sa conférence, hein, donc de la conférence USA, à voir, et on va voir notamment avec le calendrier qui arrive. Alors un calendrier un petit peu particulier, démarre en première week face à une équipe de Big Ten du côté d'Illinois. En quatrième semaine, ils affrontent Memphis. En cinquième semaine, c'est face à l'Université du Nevada à Las Vegas cette fois-ci. En semaine 6, c'est face à Western Kentucky, donc, qui sont plutôt pas mal ces derniers temps. Et puis, ils ont des derniers matchs face à UAB et North Texas. Au niveau du pronostic, moi, je vois 9 victoires pour 3 défaites, avec des défaites face à Illinois en week 1. J'hésitais sur celle-ci. L'upset est possible pour Illinois. L'upset est possible. Défaite face à Memphis et défaite face à Western Kentucky. Et une quatrième défaite qui peut être possible aussi face à UAB ou Louisiana Tech. Voilà. Donc, pas grand-chose de plus à rajouter pour l'Université du Texas à San Antonio. Le seul gros joueur qu'on est sorti, il y a 2 joueurs qui sont sortis en NFL car le programme est très jeune. Hein, il a démarré en 2011. Le seul gros joueur qui est sorti quand même, c'est Marcus Davenport, le premier tour defensive end qui est parti chez les Saints de la Nouvelle-Orléans. Il y a 2018, il y a 3 ans de ça. On passe plus à l'est cette fois-ci, on va au niveau des montagnes. Appalachian State, Baptiste. Appalachian State, un petit peu les nouveaux rivaux de Louisiana. Enfin, ils se tirent la bourre un petit peu. Ouais, c'est peut-être le nouveau nom le plus sexy de la conférence, peut-être même du groupe of five de manière générale. Voilà, le programme de Caroline du Nord, du côté de Boone, c'est un peu en altitude, c'est hyper joli. C'est dans les Appalaches. Je vous fais pas le guide de la ville, mais en tout cas, il paraît que c'est très sympa, notamment en automne. C'est à peu près à 1000 mètres d'altitude, donc voilà, il y a souvent un peu de froid, un peu de trucs, donc c'est assez cool. Alors, on va revenir très rapidement sur 2020. 2020, c'était la première année de Sean Clark en tant que head coach. Il avait remplacé Eliad Drinkwitz qui était parti à Missouri. Eliad Drinkwitz qui était resté que 1 an à la tête des Mountaineers. Donc un bilan de 9-3, dont 6-2 en Sun Belt. Voilà, donc c'est un joli bilan, sachant qu'en plus les 3 défaites c'est contre 3 belles équipes, Marshall, Louisiana et Coastal Carolina. 3 défaites très serrées, de 1 score ou peu ou prou 10 points. Donc voilà, donc c'était une belle année quand même pour Appalachian State, qui continue à faire ce qu'ils savent faire. Voilà, c'est un programme qui à mon avis monte en puissance petit à petit. Et qui sur les années qui suivent, les années à venir devrait être un des piliers du groupe of five, pardon. Alors l'intersaison, en général je parle pas trop de classe de recrutement quand il s'agit de group of five, parce que souvent c'est rare que ça se termine très trop dans les classements. En fait là je vais juste dire un petit mot dessus, c'est simplement que c'est la meilleure classe de recrutement de l'histoire du programme. Alors ok, ils sont pas en FBS depuis très longtemps, mais voilà, cette montée en puissance, elle se ressent aussi même au niveau du recrutement. 70e niveau, enfin ils sont 70e au niveau national, ce qui pour un programme de Sunbelt est vraiment très très bien. Ils sont juste derrière Louisiana d'ailleurs en Sunbelt. Au niveau des départs, il y a surtout 2 noms qu'on peut souligner. Donc Zach Thomas, le quarterback qui était titulaire lors des 3 dernières saisons, a fini son éligibilité, donc est passé à autre chose tout simplement. Et du côté de la défense, c'est Chemar Jean-Charles, le defensive back qui était drafté par les Packers au 5e tour. Voilà, 2 noms à retenir dans les départs. Changement de coordinateur offensif avec l'arrivée ou le retour de Frank Ponce, qui était co-coordinateur offensif à Appalachian State quand c'était comme il s'appelle, notre ami Scott Satterfield, qui était head coach des Mountaineers. Donc là il est parti à Louisville avec Satterfield, mais est de retour pour remplacer Tony Peterson qui est parti à Illinois. Voilà, seul gros changement au niveau des coachs. Alors, la question du QB titulaire, qui va être très clairement, en fait, Appalachian State, c'est il garde à peu près tout le monde, aussi bien en attaque qu'en défense, mais
cette question, enfin la question qu'on va se poser sur la réussite de la saison, ça passera par le quarterback. Alors le quarterback, qui sera-t-il? A priori, ça va être Chase Bryce. Alors Chase Bryce, j'en avais déjà parlé l'année dernière lorsqu'on a fait la preview de Duke. C'est l'ex-quarterback de Clemson. Il a encore transféré? J'ai même pas Il a suivi encore ça. transféré. Ouais, mais en fait, pour être tout à fait honnête, moi non plus. J'avais juste vu qu'à Duke, ça s'est pas très très bien passé l'année dernière. Mais effectivement, il a profité de son année supplémentaire pour transférer du côté des Mountaineers. Donc voilà, il sort pas d'une très bonne saison avec les Blue Devils. Ça, c'est Blue Devils, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais voilà, il possède quand même l'expérience du haut niveau. Il a joué à Clemson, il a joué à Duke. Voilà. Officiellement, il n'est pas encore QB1. Oui, pardon. Ouais, on me dit dans l'oreillette qu'apparemment il a plus fait d'équipes que Nick Saban a de titres. Pas loin. Ou plus l'équipe que Nick Starkel aussi, quoi. J'ai que des quarterbacks qui ont fait toutes les franchises tous les T'as des programmes. Globetrotters, toi, mon pote? Ouais. C'est Moi, le j'aime bien guide les Routard mecs. qui nous fait. Donc ce bon vieux Chase, qui je rappelle avait fait gagner un match à Clemson quand il remplaçait Trevor Lawrence à l'époque. Voilà, reste un fait d'armes contre Syracuse. Donc voilà, officiellement il n'est pas encore quarterback titulaire. Hein. Il y aura une bagarre avec le super senior Jacob Westman. Donc voilà, à suivre, mais théoriquement ça devrait être Chase Bryce. Donc au niveau des forces de l'équipe, il y a notamment un trio de running back qui est hyper performant. Alors notamment Cameron Peoples qui a fini sa saison par une performance à plus de 300 yards lors du ball joué par les Mountaineers la saison dernière. En fait, à tous les postes de les skill players, ça devrait le faire. Tous les receveurs sont de retour, et notamment Corey Sutton, qui n'avait pas joué en 2020, qui est de retour en 2021. Voilà, un nom à garder même pour l'optique de la draft, un super joueur, voilà, super main, devrait faire passer, je pense, encore un niveau supplémentaire à l'attaque des Mountaineers cette année. Donc au niveau, voilà, des postes de receveurs et de running back, les Mountaineers sont stock de chez stock, il n'y a aucun souci. Et puis en défense, c'est aussi très costaud. Hein. Il y a la profondeur, en fait, notamment sur le front seven. Alors, il joue avec une 3-4, hein, mais il y a la profondeur sur et la D-line et sur le poste de linebacker. Et il y a une défense aérienne qui fait le taf, notamment les deux safety, là, Cannon Smith et Aaron Huff, là, qui sont voilà, des joueurs d'expérience qui vont apporter voilà, tout ce qu'ils savent faire. En fait, finalement, il n'y a pas vraiment de faiblesse. En fait, la faiblesse, ça sera finalement l'offensive line qui a à reconstruire, puisque 3 des titulaires sont partis. Mais il y a eu une arrivée plutôt intéressante, c'est Isaiah Helms qui est arrivé en provenant de Western Carolina. Alors, c'est un programme FCS, certes, mais c'est quelqu'un qui a plus de 30 matchs comme titulaire sous la ceinture. Voilà, quelqu'un qui a de l'expérience, qui va pouvoir apporter directement une grosse présence sur la ligne offensive. Et puis en fait, finalement, cette question de l'offensive line, il y a la question du quarterback derrière, parce qu'en fait, pour être tout à fait clair, Chase Bryce est beaucoup moins mobile que l'était Zach Thomas, et donc forcément, si l'OL est pas performante, il a moins cette capacité à aller chercher des gains au sol, donc forcément, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc la question pour la réussite de la saison des Mountaineers, c'est est-ce qu'ils trouveront un QB qui leur permettra de faire fructifier l'expérience sur les autres postes, parce que très clairement, tout le reste, il n'y a aucun souci. Le quarterback, c'est la question. Alors, on va aller voir du côté du calendrier pour cette année 2021. Alors, un joli match piège sur terrain neutre à Charlotte contre East Carolina pour commencer la saison, et juste derrière Miami. Voilà. Donc ça, déjà d'entrée de jeu, c'est deux matchs qui sont pas simples. Miami, on sait, voilà quoi, qui pourrait faire partie des équipes un peu surprises cette année. En plus, c'est au Hard Rock Stadium, donc voilà, c'est à l'extérieur. Donc voilà, directement deux gros matchs. Elon après une équipe de FCS, ça va être une victoire facile. Et puis en fait, on va arriver vite dans le calendrier de la Sun Belt, et à partir du 12 octobre, attention, il y a Louisiana, puis Coastal Carolina, pardon. C'est pas simple, coup sur coup, Louisiana à Louisiana et Coastal Carolina à domicile. Voilà, donc c'est un calendrier qui est vraiment pas simple. Moi, je vois, allez, 10 victoires. Ouais, je suis hyper. En fait, ça peut finir en 10-2, comme ça peut finir en 8-4, voire 7-5, si
ce poste de quarterback, parce qu'il y a vraiment pas de, on n'a vraiment pas de certitude. Si ce poste de quarterback, ça tourne mal, on peut se retrouver sur un 7-5. Elle a peut-être pas 7-5, mais allez, je vais couper la poire en deux et je vais dire 9-3. Je pense que c'est une bonne prédiction avec une défaite contre Miami, Louisiana et Coastal Carolina. Voilà, 9-3. C'est vrai que ces histoires de poste de quarterback, ça nous pose pas mal de problèmes pendant nos previews là, d'intersaison. Je remarque parce que souvent on n'arrive plus du coup à pronostiquer assez bien vu qu'il y a pas mal de changements de quarterback cette année. Ouais, non, mais surtout que ça tombe aussi sur des équipes en général complètes et des équipes où en fait le seul chaînon manquant c'est le quarterback et c'est le poste le plus important. Donc, ouais, totalement. D'ailleurs, Augustin, si je te chante Love me tender, love me true, you made my life complete, à qui tu penses? je suis trop nul à ces trucs. I'm on to cop, hey, 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 sérieux? On part du côté du Tennessee, c'est ça? Eh bien du King, Elvis Presley, car nous allons parler de Memphis, Augustin, Memphis. Tu es vraiment très fort parce que tu avais le nom de la fac sous les yeux et t'as quand même fait oh je ne sais pas. Quel menteur, c'est un escroc messieurs dames. J'ai répondu Elvis Presley. Bon, maintenant je saurais ce que t'as fait quand t'étais à Memphis, Elio. T'allais dans les bars chanter. J'y suis pas allé encore, j'aimerais bien, il paraît que c'est super cool d'ailleurs. Mais c'est vrai que Baptiste a eu la chance de le voir en concert, Elvis, et ça c'est quand même plutôt pas mal. Au début de sa carrière, hein, au début de sa carrière. Il porte les mêmes vestes. Bon, c'est parti pour Memphis. Une belle équipe encore d'American dans l'AAC, American Athletic Conference. J'ai souvent tendance à dire que c'est une conf qui est meilleure que la Pac-12. Bon, je ne sais pas si c'est trop le cas, mais on va dire qu'elle est pas loin du tout. Et Memphis fait clairement partie de ces équipes qui ont relevé le niveau de cette conférence et qui fait d'elle l'une des meilleures du pays, tout simplement. En 2020, 8 victoires pour 3 défaites lors de la première saison de leur entraîneur Ryan Silverfield. Lui, il a un nom sympa. Dont une magnifique victoire qu'on a la plupart ici regardée face à UCF 50-49. Mais après, ils se sont pris une branlée face à Cincinnati de plus de 35 points. C'était assez affreux. Pour enfin terminer avec une victoire au Montgomery Bowl en Alabama face à Florida Atlantic. L'intersaison. Pas grand chose à noter, si ce n'est que le coach et receveur a été viré pour sexual misconduct. Malheureusement, ça arrive trop aujourd'hui dans le paysage du college football. À chaque fois qu'on fait des previews, j'ai l'impression qu'il y a au moins 5-6 mecs qui se font virer pour. Non, mais c'est bien, il commence à ratisser et tout, c'est bien. Voilà, c'est un bon début, comme ça va éviter des prochains agissements. Si vous allez me dire que le coach des receveurs, c'est anodin, mais non, quand on va voir la receveur room de Memphis. Le quarterback titulaire. Moi, je suis dispo. Hein. S'ils ont besoin d'un coach receveur, je suis dispo, les gars. Si vous nous écoutez. Ça joue bien, Memphis, gros. C'est pour ça, envoyez DM. Moi, je suis dispo. Hein. Le quarterback titulaire, donc Brady White est parti en NFL. Il va laisser un grand vide parce qu'il a été le plus grand quarterback de l'histoire de Memphis. Hein. On parle de 10 700 yards et plus de 90 touchdowns. Je le rappelle, pourtant Brady White n'avait pas commit initialement à Memphis. Il jouait à Arizona State dans un premier temps. Et pour la place de titulaire, il y a 4 quarterbacks qui se battent. Mais ça devrait se jouer entre 2 transferts, encore une fois. Grant Gunnell, qui était à Arizona, et Peter Parrish, qui était à LSU. C'est ce qu'a déclaré Silverfield durant les spring practice. Ça devrait jouer entre les deux. Et le gagnant de ce job sera dans de très très bonnes dispositions quand on connaît les qualités de cette équipe et notamment de ses receveurs. Parce que j'y viens, les receveurs seront vraiment la force de cette équipe. Le corps de receveurs sera hyper performant malgré le départ de Taj Washington pour USC, avec en premier lieu Calvin Austin III, qui a fait une saison à 1053 yards et 11 touchdowns l'an dernier, qui est le meilleur receveur de la conférence. Le tight end Sean Dykes, qui est aussi un des meilleurs tight ends de la conférence. Et la petite étoile montante, là, Javon Ivory au poste de receveur. Donc voilà, ce trio, il sera à suivre. C'est vraiment celui qui me donne de l'espoir pour cette offense des Tigers, sachant qu'ils ont plus de running back.
et que la O-line a été un petit peu en difficulté l'an dernier. Donc je les vois bien appuyer sur ce secteur de jeu et ils devront le faire, surtout qu'ils vont donner la main à un quarterback qui a relativement l'expérience. Bon, je suis pas un grand fan de Grant Gunnell s'il a le poste, mais c'est quand même un mec qui joue depuis quelques années. C'est un habitué du college football et il aura l'expérience nécessaire pour faire briller ses receveurs. Et si Memphis arrive à faire briller ses receveurs, ils feront une très très belle saison. Concernant la défense, un petit mot, très très mauvaise contre la passe, mais on a vu l'émergence d'un safety qui a le potentiel d'une team all-américaine selon les journalistes. C'est le safety Quindle Johnson, 80 plaquages, 3 interceptions, bref, un vrai playmaker. Et il va falloir que lui aussi carbure, hein, parce que c'était vraiment pas ça l'an dernier, la défense contre la passe. En revanche, la défense est très bonne contre la course. La question que tout le monde se pose, et c'est le point central de cette preview, c'est est-ce que le départ de Brady White va coûter cher aux Tigers, tout simplement? Alors, je pense pas si Gunnell prend le poste de titulaire. Il est expérimenté et pourra profiter d'un corps de receveur qui était bien meilleur qu'à Arizona. Arizona est une des pires équipes du pays. Je pense qu'il aura plus de stabilité pour réussir, d'autant plus que c'est un bon pocket passeur. Surtout que Gunnell, on insiste, hein, mais l'année dernière, j'ai fait la preview d'Arizona et tout. C'est quelqu'un qui a des records assez importants lycéens dans l'État du Texas. On connaît l'État du Texas et son vivier habituel enfin voilà. Et je sais plus avec qui on en avait parlé l'année dernière sur Arizona, mais bref, avec Baptiste, je crois, mais c'est un quarterback qui peut être très bon. Dans un bon système, c'est un quarterback qui peut être très très bon. Donc, du côté de Memphis, on sait qu'il lance beaucoup là-bas, ça fait plaisir. Donc, je pense qu'en attaque, le départ de Brady White ne va pas coûter trop cher aux Tigers. Bon, certes, c'est jamais facile de séparer du quarterback le plus victorieux de son histoire, mais la transition risque d'être quand même plutôt efficace et je me fais vraiment pas trop de soucis. En revanche, il y a un risque, c'est que Memphis soit dépendant de ce jeu à la passe, avec un jeu à la course qui est un petit peu perdu depuis l'opt-out en fait, de Kenneth Gainwell en 2020, aujourd'hui en NFL et qui a fait une saison exceptionnelle en 2019. Donc voilà, c'est aussi l'avantage et l'inconvénient. Gunnell a les cartes en main pour faire une bonne saison, mais si pardon, j'ai bugué. Si Gunnell fait mal les choses, ça peut vite passer dans le rouge pour Memphis. Et voilà. C'est toujours le risque de ces équipes qui sont trop dépendantes d'un joueur. C'est qu'au final, on peut vite être déçu. Au niveau du calendrier, il n'y a pas de rencontre face à Cincinnati. Et ça, c'est quelque chose d'énorme. Il y a 2 premiers matchs offerts face à Nicholls State et Arkansas State. Et il y aura un match intéressant le 18 septembre face à Mississippi State à la maison. En plus, ils ne se déplaceront pas à Starkville. Donc ça, c'est cool. Et même si j'ai du mal à voir les Tigers faire l'exploit de battre Mississippi State, ils vont leur donner du fil à retordre et ça sera vraiment intéressant à regarder. Et voilà, moi, je parie sur une saison à 8 victoires et 4 défaites. Eh ben écoute, comme le dit encore une fois Lolo Paganelli, on le souhaite. Non, c'est vrai que Memphis c'est aussi un programme important du college football et régulièrement dans le top 25. Donc voilà, ouais. Pourquoi pas 8 victoires, 4 défaites, ouais, c'est faisable. J'aimerais ajouter c'est dans les cordes. Ça peut paraître paradoxal de mettre une équipe dans cette preview avec un bilan de 8 victoires pour 4 défaites, mais je pense que Memphis, comme Cincinnati, comme Boise State, font partie de ces équipes, même si elles ne font pas des saisons comme on les attend, c'est-à-dire du 10-0, 11-0, 12-0. C'est des équipes qui sont imposées dans leur paysage à eux, dans le paysage du Group of Five. Et aujourd'hui, c'est des équipes incontournables et on est obligé de passer par elles quand on parle du Group of Five. Ouais, totalement. Voilà, nous avons terminé la preview du Group of Five. On se retrouve très bientôt parce qu'il nous reste 3 previews, ACC, Pac-12 et bien sûr la ACE, la SEC. Yes, sir.
En tout cas, comme d'habitude, merci de nous avoir écoutés. On sait que c'est des épisodes longs, on n'a pas le choix pour les previews. On essaie de faire au mieux, au plus concis, au plus rapide, mais avec le maximum de détails aussi. On voulait faire des gros bisous quand même à tous ceux qui nous écoutent un petit peu de partout dans le monde. On le voit hein, sur les stats, tout ça, et puis sur les localisations. Surtout, on pense à la France, on pense, on pense un peu partout. On pense notamment au Canada. Vous êtes pas mal de Canadiens à nous écouter, hein, pas mal de Québécois. Montréal, il y a du monde aussi. Donc voilà, petite pensée pour vous. Et bien, on se dit à très vite et à la prochaine. On a encore plein de surprises et plein de trucs préparés pour cet été. The Lonesome Cowboys, The Gator France, vous avez un mot à dire, à rajouter? Ouais, simplement pour dire que cette saison, elle sera hyper intéressante à suivre quand même au niveau du groupe, des équipes du groupe of 5. Là, vous avez vu, on a pas mal de previews qui ont été assez dithyrambiques sur les équipes. Je pense notamment à Coastal Carolina ou Cincinnati, qui risquent de partir assez bien classés au niveau de la B-Pool. Alors après, on verra sur le classement du comité, mais si les planètes s'alignent bien, ce serait pas impossible de voir une équipe finir classée dans le top 5, 6, voire peut-être top 4 si les planètes s'alignent bien. Voilà, donc il pourrait jouer vraiment un rôle de trouble fête pour la première fois depuis hyper longtemps quoi. Et moi je voulais juste faire un petit mot. On a parlé de Marshall, mais on peut pas parler de Marshall sans inviter à tous ceux qui l'ont pas fait d'aller voir le film We Are Marshall, qui est pour moi un des meilleurs films de foot US qui a jamais été fait. Et la deuxième petite chose, j'ai fait la preview de Cincinnati et j'ai même pas fait mon petit shout-out à notre ami de Bearcats France. Donc c'est fait, allez le suivre, allez le follow. Il y a moyen qu'on rigole bien encore avec lui cette année, moi en tant que bon haters bien connu. Donc voilà, petit bisou à lui. Eh bien, très bien, encore une fois, merci de nous avoir suivis et puis on se dit à la prochaine. Salut tout le monde!